Alors bonjour aux personnes qui rejoignent ce live, qui regardent en replay. Nous avons eu des problèmes techniques, mais normalement nous y sommes arrivés. Donc je vais inviter notre chère Isabelle à nous rejoindre. Tac. Isa. Laurine toujours là. Normalement c'est bon Laurine, c'est la bonne. On a fait les petits tests, on a fait de la place dans le téléphone d'Isa. Tac. Suspense. Est-ce que ça va mouliner ou pas? On va voir la tête d'Isa apparaître. Oh! J'entends un son. Oh! Bravo! Alors, On c'était est ça? arrivé. C'était la Bon, place? désolée. T'inquiète. Ça y est, il fallait que je fasse de la place. Voilà. Bah voilà, tu vois, je suis, tout à l'heure, je disais à une home organizer, je suis home organizer de votre business, bah, c'est un peu ça aussi, de ton espace de stockage. On Exactement. débroussaille, il faut faire de la place. Et puis, on va un peu parler de place, en plus, dans le Ah, sujet qui c'est nous beau. intéresse. Donc, voilà. Rien n'arrive pour rien. Ah, trop contente de Désolée pour te nous. voir. T'inquiète. Moi aussi, très contente de te voir, Toute belle. Émilie. Merci. Alors, donc, nous allons parler transgénérationnel et business et entrepreneuriat, hein, et plus particulièrement de l'influence de nos histoires familiales sur notre parcours d'entrepreneur. Ouh, ça donne envie. Alors, je vais prévenir notre petite Lucie qui m'a dit, oh non, c'est annulé, machin, truc. Alors, je lui fais un petit message. On est en live, si jamais. Je vois des noms que je connais. Ah, t'as Bonjour vu, tout il y le a notre monde. petite Bonjour Laurine qui est Laurine. là. Hmm. Est-ce Bonjour que tu peux te Laurine. présenter, Bonjour. Isa? Alors, Isabelle Sarne, fondatrice de Tandem Mouvement, que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc voilà, moi je vous amène vers votre étincelle. Je fais mon pitch par trois portes. Donc il y a le corps, sophrologie, yoga, yoga restauratif, donc qui est très doux, où on travaille en profondeur pour se régénérer. Et puis la partie esprit, qui est la psychanalyse transgénérationnelle. Donc en fait, moi, mon axe, c'est vraiment de travailler sur le corps et l'esprit et de les relier. Top. Voilà. Donc à partir de là, de ces outils, ben, chacun fait sa salade. Il y en a qui viennent que au transgénérationnel, d'autres qui viennent au yoga au transgénérationnel, d'autres qui viennent à tout, sophro-yoga transgénérationnel. Mais voilà, mon axe Trop est le bien. suivant, relier le corps et l'esprit. Et du coup, donc ça va être le sujet, hein. Moi, je vais plutôt être là sur la partie entrepreneuriat parce que j'accompagne les entrepreneurs à se lancer ou à développer leur entreprise. Par exemple, ensemble, on est en train de travailler sur ta communication, etc. Mais toi, ça va être plutôt la casquette transgénérationnelle. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, le transgénérationnel, ce sont les transmissions conscientes et inconscientes qui se font de génération en génération. Donc, vraiment, le transgénérationnel, c'est vraiment ce qui est transmis d'une génération. Je fais ce geste-là parce que Ouais, il y a vraiment dans ce qui est transmis, c'est vraiment la verticalité. L'horizontalité, c'est autre chose. Vraiment de génération en génération, des générations en haut vers les générations plus bas. Et je précise conscient et inconscient. ok, Conscient top. par ben, je te transmets bon, des biens, etc. Les valeurs, ben voilà, nous, les valeurs à la maison, c'est ça. Et puis tout ce qui est inconscient aussi, Ouais, c'est-à-dire les deuils non faits, traumas non digérés, le langage corporel, ça fait partie de l'inconscient. Les mimiques, tout ça, ça fait partie de l'inconscient. ouais, ouais, j'aime bien dans ton livre, tu parles de rivière, en fait. C'est un peu l'image. Du coup, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Super intéressant. Voilà. Alors, quand il y a une transmission qui est fonctionnelle, on appelle ça une transmission fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de blocage, la rivière coule. Par contre, en général, quand les gens viennent me voir, c'est que justement, ça n'est pas fonctionnel. Donc là, il y a des obstacles, il y a comme des barrages, et il faut enlever les gros motons qui font que, voilà, il faut que la transmission soit fonctionnelle. Ce qui ne veut pas dire que tout d'un coup, toutes les langues se délient dans les familles, Ouais, mais ça veut dire que la personne, en fait, y voit plus clair. ouais. C'est-à-dire qu'elle voit où ça bloque, pourquoi, parce que ça, on l'analyse en séance. Et à partir de là, ben, elle est beaucoup plus fluide elle-même Eh dans oui, sa vie. Voilà. top. Hyper intéressant.
Alors, du coup, non, on va s'axer, c'est un sujet, moi ça me passionne, hein, tu le sais. On va s'axer entrepreneuriat. Bien sûr, j'imagine qu'il y a des choses que tu vas dire qui peuvent faire écho à d'autres domaines de vie. C'est quoi les racines transgénérationnelles de l'entrepreneur? Alors, en fait, ça, il faudrait relier à des histoires, mais en général, les racines transgénérationnelles de l'entrepreneur, alors c'est souvent lié, en tout cas dans nos sociétés, si je prends l'exemple de la France, il y a souvent quelque chose qui est relié aux classes sociales, puisque il y a ceux qui sont employés et ceux qui emploient. Donc, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des familles où bon, ils sont les héritiers de familles d'entrepreneurs. Il y a l'arrière-grand-père, comme je sais pas, Pierre-Édouard Leclerc, admettons. Bon, ben voilà, on sait que ce sont des familles qui viennent du Nord, etc. Donc il y a ça qui peut être présent dans certaines familles. Euh, Sinon, et ça on le verra, je pense, quand j'aborderai par exemple des gens connus qui sont entrepreneurs, c'est souvent des personnes dans les générations au-dessus qui sont sorties du cadre. À un Ouais, moment, ils refusent, alors en fait, qui refusent consciemment et inconsciemment, mais qui ne se soumettent pas au cadre vraiment, voilà, tu es salarié, tu reçois ton salaire à la fin du mois, etc. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Soit c'est par un sentiment de rébellion, ça peut, mais quelquefois, c'est des gens, par exemple, ça commence à l'école, souvent. C'est-à-dire des cancres. Si on regarde, je pense qu'on l'abordera plus tard, mais des grands entrepreneurs vraiment connus, c'est des gens qui ont quitté l'école très tôt. ouais, c'est vrai. Mm. Maintenant, il y a aussi des cas, par exemple, je crois que c'était, je me demande si c'était pas Elon Musk ou un des grands entrepreneurs de maintenant qui était, par exemple, dyslexique. Non, d'autres entrepreneurs, par exemple, maintenant on sait que c'est des hypersensibles, mais à Ouais, l'époque, ça n'était pas. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup. Si Mark Zuckerberg, par exemple, est quelqu'un qui était daltonien. ok. Donc on voit que c'est des gens qui ont quelque chose. Il est daltonien, c'est pour ça que Facebook était bleu, que c'est la couleur qu'il voit le mieux. Donc on voit que ou ça peut être l'arrière-grand-père ou quelqu'un qui finalement n'arrive pas à fonctionner dans le schéma traditionnel du salariat. Ok. Souvent, très souvent. Donc, c'est-à-dire que dans sa famille avant, c'était des salariés, c'est ça que tu dis ou... Oui, souvent en général, voilà, c'est ça, en général, hein, parce que historiquement, il y avait bon, dans la féodalité, il y avait les fiefs, les seigneurs. Donc, si on ne venait pas d'une lignée royale, Ouais, c'était assez difficile en général d'avoir un, enfin, un magasin ou quoi que ce soit. Après, ça a évolué où finalement les bourgeois, ils ont acheté, ils achetaient des charges, ce qu'on appelait. Et là, effectivement, il y avait quand même faut rester dans le cadre de la famille, être le bon héritier. En fait, il y a tout ça qui joue, c'est-à-dire que on hérite de quelque chose de la famille et il est de bon ton de le, le perpétuer mm. quelque part. Voilà. Donc, Mm. ça, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais finalement, ça se traduit souvent en termes d'industriel. C'est Ouais, des gens si on parle d'entrepreneuriat, c'est plus quelqu'un qui a sa propre entreprise, qui l'a créée, etc. Donc, c'est souvent des gens qui se sont détachés d'un modèle. ouais. Ouais, Mais tu c'est quand disais, même assez récent dans l'histoire. Mais c'est oui, des gens qui se détachent de l'industrie familiale, par exemple, et qui font eux-mêmes leur propre entrepreneuriat tout seul ou avec deux, trois personnes. Mais c'est des gens à un moment qui sortent ouais, du cadre traditionnel ou du salariat, ou d'être juste un héritier de l'entreprise familiale. ok. Et ouais, quand on en avait discuté une fois, puisqu'on se voit, on fait des after-work ensemble, t'avais dit un truc qui m'avait vachement marqué. T'avais dit en fait, parfois, être entrepreneur et alors accepter, parce qu'on parlait de rapport à l'argent, des fois c'est difficile d'accepter d'avoir un gros chiffre d'affaires, etc. On a du mal avec tout ça parce que finalement, ça peut être vécu comme le deuil d'un schéma qu'on a connu. Alors, je sais pas si je l'explique bien, mais c'est Oui, ça que t'avais alors dit, ça m'avait passionné. oui, alors en fait, voilà, et c'est pour ça que je parle beaucoup du statut social parce que souvent des blocages dans l'entrepreneuriat, enfin quelqu'un qui va être entrepreneur et qui est bloqué,
Ça peut être aussi c'est souvent un blocage entre la posture du salariat. J'emploie le mot posture pas de façon comme ça anodine, et la posture de l'entrepreneur. Parce que ce qu'il a connu dans sa famille, ou elle, c'est des gens qui sont fonctionnaires, qui sont salariés, etc. Donc, il y a ce qu'on va appeler là un conflit de loyauté. C'est-à-dire, si moi, je suis entrepreneur, quelque part, dans l'inconscient et historiquement et factuellement, je change de classe sociale. Donc, je donne un exemple. Mes parents ont toujours été commerçants. Bon, pourtant, c'est un commerce qui fonctionnait bien, mais bon, pas non plus, ils gagnaient pas énormément d'argent, mais bon, suffisamment pour vivre. Et moi, finalement, je reprends pas le commerce, mais je décide d'être mon propre entrepreneur. Donc, je suis celui qui emploie. Je suis celui, quand même, quelque part. L'entrepreneur, c'est celui qui est son propre patron et qui est susceptible aussi d'employer des gens. Donc, quand on vient d'une classe sociale ouvrière ou même modeste, un peu plus qu'ouvrière, il peut y avoir un conflit, ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Alors, je vais dire un mot même, on appelle ça une névrose de classe, c'est-à-dire que oui, je veux accéder à autre chose, mais en même temps, il y a la peur inconsciente et aussi quelquefois les messages donnés par les parents. Nous, on veut que tu t'en sortes, mais quelque part en arrière, dans le message non verbal, c'est que en même temps, si tu t'en sors et que tu changes de classe sociale, est-ce que tu vas nous reconnaître? Donc, celui qui reçoit ça depuis son enfance, ça va être, ok, je vais rentrer dans une autre classe sociale, donc je m'élève quelque part, mais est-ce que je trahis pas mes parents parce que inconsciemment je les humilie? Tu vois, donc il y a tout ce jeu-là, et il y a aussi le défi de je rentre dans une autre classe sociale qui elle-même, il y a une auteure qui en parle très très bien, c'est Annie Ernaux, où elle a changé de classe sociale parce qu'elle a fait des études, et elle s'est rendue compte que les gens, Sciences Po, tout ça, enfin voilà, qu'elle fréquentait, la nouvelle classe qu'elle fréquente, méprisait la classe sociale de ses parents. Elle se trouve dans un conflit entre je m'élève et en même temps, je me sens mal parce que je vois bien que quelque part, j'appartiens pas à cette classe-là. Voilà. Donc, je suis en train de prendre des notes, hein. C'est hyper passionnant. Donc, quand on veut être entrepreneur, c'est vraiment important de regarder ça. Et en fait, c'est important de regarder où ça bloque. Est-ce que c'est dans la conception du projet d'entrepreneuriat? Est-ce que c'est où il y a des gens qui ont vraiment même du mal à se projeter? Ou alors, c'est des gens, tout est mis en place, mais là, quand on vient à être visible, donc être visible, ça veut dire sortir du lot. Donc là, ça veut dire, voilà, on sort du lot de la famille, hein, quelque part, de sa classe sociale. Et quand il vient le temps, justement, d'être visible, d'avoir du succès, etc., il faut se poser toutes ces questions. Est-ce que c'est pas justement un conflit de loyauté? Qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, là où il faut aussi aller regarder, c'est par rapport, voilà, tout au projet de naissance, qui est un projet, notre premier projet de vie. Il faut voir, quand on lance un projet d'entrepreneuriat, où ça bloque. Est-ce que c'est au niveau de la conception, de la gestation? Est-ce que c'est au niveau de l'accouchement du projet? Et là, déjà, on a beaucoup d'éléments. Top. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter justement sur ces racines transgénérationnelles ou... En fait, oui, il faut regarder aussi sur les racines transgénérationnelles les faillites, bien sûr. Donc la peur inconsciente que, en fait, si j'ai de l'argent, je vais tout perdre, voyez. Tu vois, en fait, au moins, si j'ai rien, au moins on peut rien me prendre. C'est un peu ça, faillite, les huissiers qui viennent, etc. Parce que, alors, qu'est-ce qu'il faut regarder là-dedans? Il faut voir s'il y a cette peur-là de la part du descendant, ça veut dire qu'il y a un deuil non fait au-dessus. C'est-à-dire que le trauma de cette faillite, voilà, de cet échec personnel, ou professionnel, n'a pas été digéré. Et tant que ça n'est pas digéré, eh bien, c'est transmis inconsciemment aux descendants. Donc voilà, c'est
vraiment de faire le deuil de ça. Ok. Alors, il y a ça, et puis je dirais autre chose aussi, il y a la corruption. Toutes ces, voilà, tout ce qui est lié à la corruption. Quelqu'un qui a obtenu quelque chose de façon, oui, corrompue, pas nette, Ouais. enfin, plein de choses comme ça. Il y a des illustres familles où on voit bien que les descendants, comme la famille Kennedy, par exemple. Si tu regardes la famille Kennedy, le fondateur, on va dire, de la dynastie Kennedy, c'est quelqu'un dont les fonds, on peut dire, ont été très contestés parce que très corrompus, etc. Et on voit ce qui se décline dans les générations plus bas où il y a plein de choses. Hein. Il y a de la folie, enfin, il y a plein de choses. Ouais, Donc, il faut aller regarder tout ça. ok. Alors, on a Ekta Coaching qui dit super de voir les liens avec notre vie d'entrepreneur, et oui. Et Fanny, pour moi, par exemple, il me semble, avant ma conception, ma mère a été licenciée. Aujourd'hui, pour moi, j'ai peur de manquer d'argent, peur de ne pas avoir de patients, peur de ne pas remplir mon agenda. Ouais, très intéressant. C'est intéressant le lien oui, le lien que tu fais. Effectivement, donc ça veut dire que si c'était là au niveau de la gestation, enfin avant, voilà, là on voit qu'il y a probablement un deuil qui n'a pas été fait de la part de la maman, ce qui veut dire que pour toi, je me souviens plus du prénom, Fanny. euh, Fanny, c'est plus, en fait, c'est pas ton deuil à toi, sauf que quand on est dans le ventre de sa maman ou tout petit bébé, on absorbe tout. Ouais. Voilà, on est des éponges et tout. Donc c'est de distinguer le deuil de ta maman, toi, ta vie, peut-être faire un travail de deuil, après peut-être que ça s'est joué durant l'enfance, déjà la peur du manque de ta maman, mais que finalement c'était sa peur à elle, quoi. Ouais. Et donc là, de digérer toi ce que tu as assimilé mais qui ne t'appartient pas. Donc là, c'est un travail assez simple, hein, de deuil, parce que je suis aussi formée, je me forme aussi au deuil et au trauma. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, dans ce cas-là, c'est important de voir à quel moment et ce qu'on pense, par exemple. La peur de manquer, bon, ben, c'est aussi, évidemment, le sujet, c'est l'abondance, hein. L'abondance, c'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ça, l'abondance. Hein, c'est pas juste donner. C'est pas juste aussi l'abondance, c'est pas juste de l'argent. C'est des relations, de la santé. C'est tout ça, l'abondance. Donc, quand on a peur de manquer, il faut toujours aller regarder où est le réel source du manque, la peur du manque. En fait, parce que souvent, quand on parle d'argent, en fait, on ne parle pas d'argent. Et oui. On parle d'autre chose que d'argent. Ça fait partie d'un autre live, donc Et je ne oui. dévoilerai pas. Mais en fait, ce qu'il faut voir dans la peur du manque, c'est où est la source du manque, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas reçu. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Hyper intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus d'échange. Ouais. Alors, j'écris la petite question. J'ai vu que Lucie avait écrit, donc Lucie qui avait hâte de participer au live. Je travaille sur le rapport à l'argent avec ma coach en ce moment. Le truc qui en ressort, c'est qu'on n'a jamais manqué d'argent dans ma famille, mais on ne l'utilisait pas. Voilà. Oui. Alors, c'est Lucie, hein. Ben voilà, Lucie, ce que tu exprimes là, c'est que vous n'étiez pas dans le flux de l'abondance. L'abondance, c'est vraiment je donne, je reçois. Donc, Ouais, l'énergie, elle s'il y a de circulait pas l'argent, du coup. ouais, l'énergie ne circule pas. Voilà. Donc, en fait, là, il y aurait un travail à faire pour refaire circuler l'énergie, retrouver la richesse de cet échange. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est vraiment important que pas simplement donner, mais aussi voilà, d'être vraiment dans un échange. C'est ça l'abondance. Ouais, donc Lucie disait par exemple, ils partaient pas en vacances, ils n'ont pas investi dans l'immobilier et elle recherche tout l'inverse aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme tu disais, un peu se casser un schéma, Oui. on a l'impression de trahir quelque part des fois et c'est compliqué de. Là encore, il faut voir ce qui n'a pas été digéré pour que finalement on en arrive là, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il y avait peut-être quelque chose au niveau des liquidités. En fait, si on dépense un tout petit peu, tout s'effondre. Il y a peut-être là, dans ce que je perçois là par rapport à Lucie, il y a peut-être une peur de l'effondrement. Si tu veux. C'est un peu si j'enlève un tout petit bout de la pierre, Ouais. tout l'édifice s'effondre, donc on ne bouge rien du tout. Hmm. Et, alors qu'au contraire, c'est dans le mouvement que la richesse vient. C'est jamais dans la fixité.
Donc là, par rapport à Lucie, je dirais qu'il y a probablement un trauma au niveau d'une fixité au niveau de l'histoire familiale. C'est-à-dire, inconsciemment, le cerveau reptilien, pour tout le monde, hein, en fait, lui, il pense, enfin, il pense pas, en fait. Le cerveau reptilien, c'est je vais vers ce que je connais, même si ça peut faire casser les deux jambes, les deux bras, se retrouver dans une cure de désintoxication. Ouais. En fait, ce que je connais, ça me sécurise. Ce que je connais, ça me sécurise. Tout le travail en thérapie, en psychanalyse, en thérapie, c'est d'amener au cerveau limbique, c'est-à-dire ici, le cerveau reptilien, il est là, c'est d'amener en conscience pour finalement lui apprendre que non, on peut aller ailleurs et que c'est pas dangereux. C'est pour ça que c'est Oui. important d'y aller étape par étape, sinon lui, il va ramener toujours. Là, dans le cas de Lucie, je dirais plus comme ça, c'est plus que si on bouge pas, on est en sécurité. Je crois que c'est ça le message. On bouge pas, on fait rien. Là, voilà. Alors que non, c'est juste de digérer quelque chose qui n'a pas été digéré. Et oui, peut-être qu'il y a eu un mouvement qui a été dangereux, etc. Mais de sortir finalement de la survie, quoi. En fait, c'est ça. Ça peut peut-être même, c'est une question, mais venir de peut-être pas forcément ses parents, d'encore au-dessus Ah oui, ou... ouais. oui, tout à fait. Ça peut très bien venir d'au-dessus, que les parents eux-mêmes aient pris cette habitude et que les petits-enfants, finalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ça saute une génération. Je vais D'accord. donner un exemple je vais donner des exemples. Il y a eu un chanteur dans les années 60 qui s'appelait Mike Brandt, qui était, en fait, qui s'appelait pas Mike, il s'appelait Moïse Brandt. Et ses parents avaient vécu la Shoah. D'accord. Donc camp de concentration, etc. Ils s'en sont sortis. Euh, mais ils n'en ont jamais parlé à leurs enfants. C'était vraiment ils n'en parlaient pas. Mike Brandt a eu beaucoup de succès, voilà, il est en France, etc. Parce qu'il est né à Tel Aviv. Il vient et en fait, à un moment, et ça correspondait à peu près à la même période, au même âge où ses parents se sont fait, enfin sont allés, je sais plus à quel camp de concentration. Il a commencé à avoir des grosses angoisses de peur d'être asphyxié, de mourir étouffé. Ah ouais, Évidemment, ok. sans aucune raison, parce qu'il n'était pas asthmatique, rien. Sa mère en a parlé à des psychiatres en Israël, qui eux connaissent très bien tous ces sujets-là. Et ils ont dit, on connaît très bien ça, c'est le syndrome de la deuxième génération. C'est-à-dire que la première génération qui a vécu un trauma, elle sait pourquoi elle le tait. C'est trop douloureux, on ne veut Ouais. plus entendre parler, voilà. Il y a du sens. En fait, c'est toujours d'avoir du sens. La deuxième génération, soit elle en a un peu entendu parler, à ce moment-là, elle dit, ah ben, même si c'est pas dit, je sais pourquoi on n'en parle pas. Donc, ça s'intègre en elle. Mais la troisième génération, elle n'a pas le sens de tout ça. Donc, on va dire que le trauma est intériorisé. C'est-à-dire qu'il est comme cristallisé. Hmm. Et Mike Bank, il s'est suicidé à cause de ça. Et finalement, il s'est suicidé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça vient quelquefois d'une génération au-dessus, voire même au-dessus, mais c'est intériorisé. Ok, la génération qui vient, donc en l'occurrence, mettons les parents aussi, ils savent un peu le sens, mais ils ne comprennent pas tout à fait. Mais c'est quand même intériorisé. Et ça, c'est très mauvais. Ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on extériorise Ok. pour que justement il y ait du Ouais, sens. Voilà, c'est ouais. ça le. Voilà. Ouais, de Donc, on le met du faire rendre mouvement, conscient aussi, parce que... rendre conscient et mettre du mouvement avec les Ouais. mots, avec l'énergie, etc. Tout ça. Bon, t'as des fans, hein, je sais pas si tu vois les messages. Donc, Lucie dit que c'est hyper intéressant. Pour elle, argent égale liberté. Et Fanny, merci pour Exactement. votre réponse. C'est génial et très intéressant. Oui, Donc, argent finalement, égale liberté, c'est parce que c'est un moyen. Donc, effectivement, oui. ouais. Finalement, on a tout un bagou donc d'héritages familiaux et mentalité entrepreneuriale, hein. J'en avais discuté avec mon père quand mes parents sont connus, ni l'un ni l'autre n'avaient d'économie. Ah ouais, bah tu vois, c'est peut-être on a construit un truc et puis faut peut-être aller voir au-dessus. En effet, euh, si eux ils n'avaient pas d'économie, le fait d'en avoir, qu'est-ce que ça a pu faire? Il y a peut-être eu ce truc de on veut pas trahir aussi, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a souvent, par rapport à s'ils ont eu des parents qui, eux, n'ont jamais eu d'économie, qui ont trimé dur et tout, il y a vraiment inconsciemment, alors pas tout le monde, hein, mais quand on est dans un conflit de loyauté, hein, pas la loyauté saine et fonctionnelle, mais un conflit de loyauté, Ouais, il y a cette peur d'humilier les parents parce que la différence entre quelqu'un
qui va, par exemple, alors, quelqu'un qui va avoir ce conflit de loyauté, quelqu'un qui vient d'une classe sociale, on va dire, très, très modeste, et qui va, sans problème, s'élever, être entrepreneurial, gagner bien sa vie. Et quelqu'un qui va bloquer, c'est quoi? C'est que de la part du parent, ou un des deux parents, ou peut-être les grands-parents, c'est qu'il y a une humiliation qui a été intériorisée. C'est ça qui va faire la différence. Alors que dans l'autre cas, peut-être que le papa, admettons, a perdu son emploi, il a perdu son emploi, mais il est resté digne. C'est-à-dire, oui, j'ai perdu mon emploi, mais je suis quelqu'un, je reste digne, je vais retrouver du travail, etc. Donc l'enfant, lui, il voit ça. Il voit que rebondir, c'est possible. Hmm. Il n'y a pas eu un effondrement du modèle parental, paternel, parce que le papa est licencié. Parce que pour un enfant, hein, c'est un effondrement de notre papa ou notre maman, il faut qu'ils soient des rois et tout. Ouais. Donc, quand il s'effondre, et dans ce cas-là, pour l'enfant, c'est intériorisé. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre les deux. Et il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas, dont les parents ont connu des licenciements, perte d'emploi et tout, mais ils n'ont pas intériorisé ça et ils sont restés avec beaucoup de dignité. Voilà. Ils n'ont pas, ils ont pas ravalé leur humiliation. C'est pas l'humiliation qui a pris toute la place, du tout. Quand il y a une grosse humiliation, oui, là, effectivement, donc ce qui va se rejouer pour le descendant, c'est qu'il ne se rejoue pas l'humiliation pour son parent. Donc voilà, c'est de défaire ce nœud-là et ça se défait très bien, effectivement. Ça me fait penser, bon, rien à voir avec ce dont on avait prévu de parler, mais ça me vient là quand tu discutes. Bon, moi, il y a des choses qui font écho forcément avec mon histoire personnelle, mais je suis en train de penser à un truc aussi. Donc moi, pour expliquer, pour comme ça illustrera sur les exemples. Donc, du côté de mon père, une famille très très ouvrière, agricole, etc., du nord de la France, tout ce que vous voulez. Et mon père est, en fait, ils ont tous été dans la musique, donc de génération en génération, surtout du côté des papas. Il y a eu cette transmission musicale dans l'armée, etc., tout ce que tu veux. Et puis mon père, c'est finalement le seul qui a réussi à, entre guillemets, percer, hein, alors que son frère a fait les mêmes concours que lui, l'autre frère a fait d'autres choses, mais il a ouvert un magasin de musique aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur quand tu réussis, quand tu t'élèves, tu te dis pourquoi moi, peut-être? Est-ce que ça peut... C'est une vraie question. Est-ce que ça peut du coup avoir un impact là-dessus, de se dire pourquoi moi, justement, je sors du lot comme tu disais tout à l'heure, et du coup être perfectionniste plus, avoir le syndrome de l'imposteur, enfin tu vois. Ben alors oui, pour certaines personnes, après il faut faire du cas par Ouais, cas. Je dirais que là, voilà, ce ouais. qui se dit plus, c'est que souvent, quand on vient, alors là, je vais pas tomber dans les généralités, Oui. mais souvent, ce qui est véhiculé quand on vient de milieu agricole, je dirais, on va dire traditionnel dans les valeurs. Bon, celui qui est l'artiste, c'est un peu olé olé, etc. Donc souvent, dans ces milieux-là, quand on a un artisan dans la famille, ça peut être humiliant parce que il y a quelque chose où, dans des milieux modestes, on est quelqu'un quand on travaille, on est quelqu'un quand on travaille la terre, etc. Il y a aussi ça, hein, le Ouais. fait de se sentir appartenir à. Très important. Quand on vient d'un milieu où, en fait, on est quelqu'un, on a travaillé à la sueur de notre front, etc. Puis là, il y en a qui dit, ben, moi, je veux être un artiste. Mm. Ouais, un artiste, un peu bohème, etc. Donc, s'il y a quelque part ça, il se peut qu'il y ait un discours, hein, et même non verbal, quelquefois, c'est un peu la honte de la famille. Oh, c'est un artiste. Voilà, il y a un peu Ouais, ça. ouais. Donc, pour celui qui est artiste, ben oui, quelque part, il trahit un peu la famille. Il peut y avoir un sentiment de déshumilier aussi, parce que quelque part, ça entache la réputation de la famille. Et alors, à ce moment-là, ben, pour mériter d'être considéré, il faut que j'en fasse 10 fois plus que tout le monde. Plus Ouais. que dans une famille, je dirais, avec une classe sociale un peu plus élevée, où matériellement tout va bien, bon, il y en a qui veulent être artiste, etc. Oui, au contraire, c'est même bien vu, parce que ce qui est important, c'est la culture, etc. Donc, vous voyez, c'est important de regarder d'où on vient et les valeurs qui sont transmises, ce qui se disait au sujet des artistes. Qu'est-ce qui se Mm. disait? C'est quoi les récits? Ouais. Tout ça, c'est important à considérer.
Ouais, là, c'est plutôt en effet le sortir du lot. Tout le monde a trimé dans le même Voilà, domaine. Donc moi, c'était la musique, hein, tout le monde a trimé là-dedans et c'est le seul qui a réussi. Est-ce que ça peut voilà. pas, du Ou- coup, on se dit pourquoi moi, tu vois, finalement. bah, c'est plutôt, oui, ça peut être pourquoi moi, ça peut être aussi, mais pour qui se prend celui-là, quoi. Ouais. Dans le discours et même dans le non-verbal, c'est un peu, ouais, un peu pour qui je me prends, quoi. Donc, il y a quelque chose. Et sortir du lot, ben, quelque part, oui, c'est sortir de l'amalgame du collectif. Ouais, c'est briller, c'est être dans la lumière, alors que justement, si on vient d'un milieu où il faut pas faire trop de vagues, faut être Hmm. comme tout le monde, parce qu'on sait jamais ce que les voisins peuvent penser, etc. C'est sûr que c'est oui, c'est un sacré défi, effectivement. Il peut y avoir de la culpabilité, hein. Mm. Alors, je connaissais pas Ekta Coaching dit le syndrome du coquelicot, la peur de sortir du lot. Je connaissais pas du tout. Alors, je non plus, je ne connaissais pas le C'est syndrome du beau, coquelicot. C'est très très joli. Merci, Ekta merci Coaching. Christelle. Je connais Christelle, je Christelle. connais. Ouais, mais ça revient à sortir sortir du lot, être dans la lumière. C'est vraiment, alors en psychanalyse, on travaille sur la posture du sujet, c'est-à-dire que même si on interroge la famille, le sujet, ça reste la personne qui vient nous voir en séance. C'est la personne Oui. elle-même, c'est Ouais. toi. Et donc, sortir du lot, être dans la lumière, c'est se poser comme sujet. Donc, pour des gens qui, au contraire, veulent au contraire rester un peu dans l'anonymat du lot, ça peut être perçu comme, oui, ils vont voir, enfin pour eux ça peut être très violent, ils peuvent se sentir honteux, etc. Ouais. Alors Fanny avait une question. Elle disait, est-ce qu'un mécanisme transgénérationnel peut se jouer après la naissance d'un enfant lors de la petite enfance? Une séparation parentale avec l'un des parents qui laisse beaucoup de dettes à l'autre? L'enfant en bas âge peut-il développer une blessure transgénérationnelle, etc. Tout à fait. Parce qu'en fait, toutes les blessures se développent quand on est enfant. L'enfant, enfin, il naît pas avec des blessures, c'est après que ça se développe. Et en fait, là, on parle de choc, hein. Pour un enfant, c'est un choc. Tout ça, ce sont des chocs. Et surtout des choses qu'il entend, des récits, des attitudes, des mots, etc. Donc effectivement, là, on voit que oui, oui, il y a tout à fait des blocages qui peuvent un peu, pas se cristalliser, mais au moins se poser, s'intérioriser à ce Hmm. moment-là. C'est pour ça que c'est si important de voir euh, un peu la genèse des relations parents-enfants, de voir à quel moment les choses ont pu se jouer. Pour justement débloquer les choses. Parce que même finalement des non-dits sur ses dettes, sur ce parent qui angoisse parce qu'il porte finalement les dettes de l'autre, même si ce sont des non-dits, j'imagine que ça peut avoir un impact. Complètement. En fait, les non-dits, euh, en fait, ça n'est pas dit, mais ça se dit quand même. Tout ce qui n'est pas dit par les mots, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, un non-dit, on ne parle pas même des secrets, hein, un non-dit, en fait, l'enfant, il sent tout. Il voit bien qu'il y a un problème. Il le voit. Et au contraire, c'est beaucoup plus sain d'exprimer. Voici ce qui se passe. En fait, la différence entre un non-dit où l'enfant il sent très très bien l'angoisse, il sent les tensions, etc. Et des parents qui peuvent avoir des soucis, hein, mais Hmm. qui vont exprimer. Bon, voilà ce qui se passe parce que l'enfant il est tout à fait en mesure de comprendre à sa mesure, mais il est tout à fait en mesure d'entendre. Voilà ce qui se passe en ce moment dans le foyer. Mais toi, tu es un enfant, donc tu restes un enfant, et nous, on est les adultes, on s'occupe de trouver des solutions. Voilà. La différence entre un discours fonctionnel et une transmission fonctionnelle, ce qui ne veut pas dire que tout va bien, tout bien, c'est pas ça. Et un non-dit, c'est ça. Donc à ce moment-là, l'enfant, il va intérioriser le choc, le stress. Ok. Ouais, donc par exemple, on avait prévu de parler d'un peu de transmettre autrement, c'est-à-dire de l'héritage au changement. Oui, Donc, on avait noté de la discussion sur la possibilité de transformer exactement. ces schémas transgénérationnels. Exactement. En fait, tout est dans alors, le dialogue, mais j'aurais plus envie de dire la responsabilité et la place de chacun. Ouais. Ce qu'il faut que qu'on comprenne, c'est que les parents, leur responsabilité, c'est de protéger leur enfant, de faire au mieux, etc. Il y a des moments où il y a moins d'argent, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir beaucoup d'amour. Ouais, ouais. Ça n'empêche pas.
et que l'enfant, lui, il a juste à recevoir pour lui-même transmettre. Donc là, oui, le dialogue, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de remettre chacun dans sa responsabilité. Donc, le parent, sa responsabilité, c'est de trouver des solutions, gérer au mieux pour que l'enfant, lui, vive sa vie d'enfant, pour qu'après, adulte, lui-même puisse transmettre. Donc, c'est tout ça qu'il faut replacer. C'est parce que à ce moment-là, quelquefois, l'enfant, il peut, ce qu'on appelle être parentifié, c'est-à-dire que finalement, prendre beaucoup sur les épaules pour alléger son parent. Donc, oui, c'est comme ça que ça se... Et donc, à ce moment-là, l'enfant, quand il est plus grand, de redonner la responsabilité aux parents de ce qu'il aurait pu prendre. Ok. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. C'est un sujet tellement vaste. Je suis en train de me dire qu'on pourrait se faire plein de trucs là-dessus. Moi, ce que je m'étais noté... Vas-y, Isa, t'allais dire quoi? Ben, en fait, je voulais juste par rapport à des gens, je vais juste donner quelques exemples parce que c'est une question que tu m'avais posée, et de personnes connues qui ont été entrepreneurs. Et alors, j'ai été dans plusieurs sphères. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, Tony Robbins. Je sais pas si tu connais Anthony Robbins, qui vient de faire d'ailleurs une session là, à Birmingham. J'ai des copains qui étaient là-bas, c'était assez hallucinant. Si on regarde le parcours de Tony Robbins, donc qui a eu en plus qui a failli mourir parce qu'il a une glande qui s'est développée très vite, pour ça il mesure 2 mètres. Enfin voilà. Mais c'est surtout quelqu'un en fait qui est parti chez lui très tôt. Il a eu une situation familiale pas du tout, enfin assez toxique, assez pas du tout heureuse. Et en fait, il est parti chez lui à 17 ans, en claquant la porte, et il a rencontré des personnes dans le développement personnel, notamment des coachs très connus à l'époque, enfin, j'ai plus forcément les noms. Et c'est avec ces personnes-là, finalement, il s'est développé autrement. C'est-à-dire que finalement, ces personnes-là ont été des substituts parentaux pour lui, même s'il le dit pas comme ça, mais ça, c'est évidemment, c'est la psychanalyse qui le voit comme ça, mais qui en même temps l'ont amené à se développer, à être autonome, ce qui est la fonction des parents, et à créer ce qu'on connaît de lui, à être un grand coach, aussi un grand philanthrope, parce qu'il a créé beaucoup de choses, et à être quelqu'un d'hyper inspirant. Donc on voit que il a très peu été à l'école, et on voit là que il y avait cette, en fait, il n'a pas cautionné, il a pas voulu protéger forcément sa mère, etc., qui s'est remariée, etc. Donc je trouve ça intéressant comme parcours parce que lui, justement, il s'est donné, parce qu'en fait le message c'est vraiment oser être sujet de sa vie, oser être dans la lumière. Alors lui, il est allé. Il y a une autre personne qui est intéressante, c'est Vishen Lakhiani. Vous pourrez taper sur Google, qui est un entrepreneur connu, qui est le fondateur de Mindvalley, que je connais bien. Et alors lui, il est né en Inde, d'une famille très très modeste, grandi à Kuala Lumpur. Sa maman était prof à Kuala Lumpur et son papa était employé. Et un jour, son père s'est dit qu'il pouvait pas continuer. Et lui, il dormait dans la chambre de ses parents. Il n'avait pas de chambre. Michel, il n'avait pas de chambre. Et son père s'est dit un jour, je vais essayer d'être entrepreneur. Donc, c'est encore un autre schéma. Et je sais plus ce qu'il a créé, mais il a créé une petite entreprise. Et il a commencé à gagner un peu de sous, etc., etc. Donc, Michel, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son père qui sortait du cadre et qui lui-même allait dans la lumière, qui sortait du lot. J'imagine qu'il devait quand même faire partie en Inde d'une caste, pas des intouchables, une caste suffisamment haute. Mais on voit que là, c'est un enfant, finalement, qui voit son père qui ose ça, qui quand même réussit sans avoir une multinationale, etc. Et qui lui-même a toujours été poussé par son père, qui lui a offert des livres de développement personnel, qui lui a dit think big, donc pense grand, toujours. Et donc, Vishen a développé Mindvalley, mais qui est aussi passé par des faillites, ça n'a pas toujours été tout rose, etc. Mais lui, c'est je peux rebondir, je rebondis. Donc, je voulais le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, c'est ça, c'est toujours de garder en tête être dans la lumière. Ça ne veut pas dire, quelquefois, il y a des zones d'ombre, mais rebondir. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il y a peu d'entrepreneurs qui n'ont pas été à un moment, qui ont eu des difficultés et tout. Mais en fait, ce qui fait qu'ils arrivent à quelque chose, je crois que c'était Roosevelt, enfin, il lui est arrivé plein de choses avant qu'il soit président, quoi. Enfin, il n'est pas arrivé comme ça. Je sais pas combien de faillites et tout.
Mais l'idée, c'est vraiment de rebondir. Hmm. Ouais, ce qui est intéressant, ce que tu dis, et finalement, c'était une des idées qu'on avait notées aussi, c'était que bah là, c'est que des histoires uniques que tu es en train de me raconter. Et finalement, c'est de vous encourager à faire la même chose. Ok, vous avez une histoire familiale qui est A, B, C, on s'en fiche. Mais vous pouvez vous forger aujourd'hui une identité entrepreneuriale qui est unique, qui n'est pas forcément celle qu'on vous a transmise. D'ailleurs, c'est même encouragé à faire quelque chose qui est différent, à faire à votre sauce, avec vos valeurs à vous, même si on vous en a transmis, vous en avez d'autres, vos forces à vous, votre personnalité. Moi, c'est un truc que je vais prôner de plus en plus là sur mon compte, tu vois. C'est vraiment, c'est quoi ton histoire et donc ta personnalité derrière, et comment est-ce que tu peux mettre tout ça au service de ton entreprise et de ton projet. Et plus tu iras en fait finalement vers ta personnalité, plus tu vas adorer ce que tu fais et tu vas pouvoir répandre cette lumière-là dont tu parlais. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et au contraire, j'ai envie de dire d'aller fouiller dans le terreau familial pour Ouais. retirer toute cette substance et quelque part toute cette résilience aussi, hein, parce qu'il y a Mmh. ça aussi, hein, retirer toute cette substance et en faire vraiment un terreau magnifique pour donner une plante, le projet C'est beau. entrepreneurial qui est unique en fait, puisque finalement, toutes nos histoires sont Ouais. uniques. Donc, moi, j'ai une histoire familiale aussi avec beaucoup de toxicité du côté de ma mère, etc. Mais c'est ce qui fait, c'est en ayant travaillé sur mon histoire familiale, c'est ce qui fait que maintenant je peux exercer la psychanalyse transgénérationnelle, que j'ai pu écrire mon livre, que je suis là devant. Donc finalement, ça dépend toujours de comment on voit les choses, quoi. Tu peux nous rappeler le nom de ton livre pour celles que ça intéresse? Alors c'est se libérer de son histoire familiale, une approche créative du transgénérationnel. Je l'ai pas à côté de moi, il est dans mon bureau, Non donc plus, il est dans ma chambre. voilà. Donc, Top. se libérer de son histoire familiale aux éditions, je pense. Très bien. Voilà. Si jamais vous vous demandez, vous ne vous souvenez plus, vous nous écrivez, hein, on vous renverra toute. J'ai mis aussi une petite référence puisque Tony Robbins a une série docu Netflix qui est hyper intéressante, qui s'appelle I Am Not Ouais. Your Guru, que je trouvais pas mal. J'ai Et, regardé il y a un moment déjà. et vraiment, oui, quelqu'un d'inspirant, entre autres, hein, mais parce que il parle dans tout ce qu'il fait, et là justement dans les événements qu'il fait, c'est vraiment d'aller voir que de briser les croyances Ouais. limitantes. C'est vraiment ça qu'il fait, hein, lui, hein. Donc voilà. Donc, comme tu dis, ouais, on va fouiller un petit peu dans ce terreau-là pour se construire. Nous, on a notre petit bac. Finalement, on essaie de faire pousser notre arbre, qui est notre entreprise. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans qui nourrit vraiment la terre de cet arbre-là, hein, c'est un peu ça. Il y a votre pourquoi à l'intérieur, il y a vos valeurs, il y a tout ça, il y a votre personnalité. Et c'est Voilà. ce qui va faire que le Les terreau est valeurs, fertile. exactement, ouais. Toutes les valeurs, c'est important de les préciser. Et vraiment, c'est oser être vraiment sujet de sa vie quand on veut être entrepreneur. Voilà. Oui, tout à fait. Les valeurs, c'est vraiment la fondation, Ouais. quoi. Et d'observer aussi les croyances limitantes, de les observer et de les défaire, donc avec l'aide d'un thérapeute, d'un Mm. coach, etc., quoi. Mm. Super. Mais écoute, c'était top, hein. Mais comme je te dis, il y a plein de trucs à faire. Là, ça m'a donné des idées, mais on en reparlera Voilà. après. Et alors, oui, je voulais juste encore préciser par rapport aux femmes, Mm. parce que là, je trouve que dans C'est les vrai. pilotés, Ouais, c'est vrai, c'est ouais. un réseau de femmes. Regardez aussi qu'est-ce qui est véhiculé dans la famille lorsqu'une femme veut être dans la lumière. En fait, je pense il y a surtout dans nos sociétés, bon, plus en France, tu vois, moi je viens du Canada, Ouais. où il n'y a pas forcément la même posture. En tout cas, au Québec, c'est une société assez matriarcale. Ouais. Voilà, de regarder qu'est-ce qui est véhiculé dans la famille, comment c'est vu dans la famille une femme qui veut être entrepreneur, comment c'est vu dans la famille une femme justement qui est dans la lumière, qui veut avoir du succès, qui potentiellement gagne de l'argent. Mm. Il faut aussi voir, voilà, dans l'héritage familial, c'est pour se défaire de ça, finalement. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, il peut y avoir un conflit avec des générations antérieures, mère, grand-mère, où elles se sont confortées à ce qu'on attendait d'elles dans la famille. Donc quelqu'un qui dit bah moi je veux faire autrement, c'est un peu non attends, nous on s'est plié à tout ça, donc toi aussi tu vas te soumettre. Ouais. Non. Déjà. Donc voilà, par rapport à la place de la femme, je pense que ça vaut vraiment le coup
de regarder ça et dans la famille, de la société dans laquelle on vient. Ça Ouais. dépend, en France, d'Albanie, je sais pas, mais de voir un peu tout, Mon voilà, environnement. son environnement ouais, social. Lol- Ouais. Lola Par dit rapport à trop ça. bien les filles. Ultra intéressant. À demain, Isabelle. Oui. Top. Bah écoute, ouais, super, super intéressant. Encore une fois, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'on se fera. J'ai eu des idées, je te parlerai après. Peut-être pourquoi pas une masterclass pour les culottés spécialement. Je suis sûre qu'elles ont Oui, plein tout de à fait. questions. Il y en a qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais je suis sûre qu'elles ont plein de questions. Merci Tout à Zara fait, pour ce tout à premier fait. live. Alors, Merci, merci c'était bien? à toi, Nini. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir été patiente. Ouais, non, tu vois, elles étaient là. Merci, ouais, merci à tous. Je mets le replay de suite. Merci. Bonne fin de journée, Isa. Merci, Merci bonne fin de journée, à au revoir. toutes. Salut.